Dans le silence absolu de l'aube de 1623, un cri aigu traversa les couloirs de marbre du palais de Topkapi. Ce n'était pas le son d'une torture infligée par des ennemis extérieurs, mais le hurlement déchirant d'une jeune fille d'à peine 15 ans qui, pour le seul fait d'être née fille de l'homme le plus puissant du monde, découvrait que le véritable ennemi habitait à l'intérieur de ses propres murs. La princesse Fatma, enveloppée dans des soies délicates et entourée de sentinelles eunuques, était prisonnière d'un destin qu'elle n'avait pas choisi, et chaque écho de sa voix devint un présage de ce que signifiait appartenir à la dynastie ottomane. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne peut être compris uniquement comme un épisode isolé. C'était le symptôme visible d'un système secret, un engrenage soigneusement conçu pour transformer de jeunes princesses en pièces dociles d'un échiquier politique impitoyable. Ce ne sont pas les blessures physiques qui l'ont fait crier, mais la découverte d'un protocole qui, sous l'apparence d'une tradition sacrée, pulvérisait l'identité personnelle et convertissait les héritières de l'Empire en spectres vivants avant d'atteindre l'âge adulte. Pendant 6 siècles, les filles des sultans furent soumises à un programme de préparation matrimoniale que l'historiographie officielle tenta d'effacer. Ce n'est qu'en 2019, grâce à des documents trouvés dans les archives secrètes d'Istanbul, que l'on a pu comprendre pourquoi tant de princesses avaient disparu sans explication des registres impériaux. Là où l'imagination populaire avait dépeint une vie de luxe, de jardins parfumés et de bijoux éblouissants, les textes révélaient un cachot psychologique où les plus privilégiés choisissaient parfois la mort plutôt que la perpétuation de leur lignée. Alors que des millions de femmes rêvaient d'être princesses entourées de pouvoir et de splendeur, la réalité pour ces adolescentes était un enfer sophistiqué que même les ennemis de l'Empire n'auraient pas souhaité pour leurs propres filles. Ce contraste brutal entre la fantaisie et l'horreur n'appartient pas uniquement au passé. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, nous continuons d'entretenir l'illusion que la royauté représente un destin enviable, ignorant que derrière les murs dorés se cachent des sacrifices et des traumatismes qui n'apparaissent jamais dans les contes de fées. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement la tragédie d'une jeune ottomane. C'est la clé qui explique 6 siècles de secrets enfouis et qui révèle une vérité inquiétante. Même les femmes les plus puissantes pouvaient être réduites à de simples instruments d'obéissance. Et la question la plus troublante est peut-être celle-ci. Combien de ces structures invisibles continuent sous d'autres noms et d'autres visages dans notre société moderne? Dans les murs dorés du Topkapi, le harem impérial fonctionnait comme un micro-État avec ses propres lois, hiérarchies et rituels. Ce n'était pas simplement un espace de plaisir comme l'imagination occidentale le décrivait souvent, mais une machinerie politique qui administrait le sang et l'avenir de l'Empire. Depuis que Soliman le Magnifique a accordé à Hürrem le titre de Haseki Sultan au XVIe siècle jusqu'à l'abolition du sultanat en 1922, plus de 800 femmes ont coexisté dans cet univers clos. L'organisation était si stricte que chaque femme savait quelle était sa place et jusqu'où elle pouvait aller. À la base se trouvaient les concubines, dont beaucoup étaient vraiment des esclaves chrétiennes capturées en Europe ou achetées sur les marchés d'Afrique du Nord. En échange d'obéissance, elles recevaient une éducation en musique, poésie, broderie et protocole. Leur espoir était d'attirer l'attention du sultan et de s'élever. Paradoxalement, ces esclaves jouissaient d'une plus grande marge de manœuvre personnelle que les princesses elles-mêmes, nées au sommet de la pyramide. Au sommet se trouvaient les filles du sultan, appelées sultanes impériales. Contrairement aux concubines, qui pouvaient exercer une influence si elles obtenaient la faveur du souverain, les princesses étaient donc des otages de la diplomatie. Leur mariage était un des pactes stratégiques pour consolider des alliances avec des vizirs, des pachas provinciaux ou des généraux loyaux. Ainsi, le corps d'une jeune femme se transformait en monnaie d'échange au sein de la politique de la cour. Le harem était, en réalité, une chancellerie parallèle où l'affection était interdite et l'obéissance absolue. La période connue sous le nom de sultanat des femmes, entre 1530 et 1656, a montré le paradoxe de ce système. Des figures comme Kösem Sultan ou Turan Hatid Sultan sont parvenues à influencer directement l'administration de l'État, dictant des ordres et déplaçant des armées. Cependant, en même temps, les protocoles les plus cruels pour les princesses se sont renforcés.
Alors que certaines parvenaient à exercer le pouvoir, d'autres étaient réduites à des pions dans des mariages qui assuraient la continuité de l'Empire. L'éclat de quelques-unes cachait les chaînes invisibles de beaucoup. Ce contraste révèle un phénomène plus profond, l'instrumentalisation du genre féminin dans les structures de pouvoir. En Occident, nous avons tendance à considérer l'âge moderne comme une ère de mariage arrangée entre maisons royales, mais dans l'Empire ottoman, ce principe a été poussé à l'extrême. Le harem n'était pas un paradis érotique, mais un laboratoire de contrôle social. Les princesses n'avaient pas le choix. Leur destin était écrit dans des manuels secrets combinant religion, politique et psychologie. Et la question inconfortable résonne. N'existe-t-il pas encore aujourd'hui des formes différentes de ce même contrôle? Les mariages politiques ne sont plus scellés par des signatures dans les palais, mais les alliances économiques, médiatiques et sociales transforment encore de nombreuses femmes en pièces d'échecs. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les cages sont moins visibles, mais non moins réelles. Fatma Nakit, en 1606, fille du sultan Ahmed Ier et de Kösem, la femme la plus puissante de l'Empire après le monarque lui-même. Dès son plus jeune âge, elle se distingua par son intelligence vive et une beauté que les chroniqueurs du palais comparèrent à celle de sa mère, la légendaire favorite qui avait dominé les couloirs du pouvoir. L'enfant parlait couramment 4 langues, pratiquait la calligraphie arabe et possédait une curiosité insatiable pour les affaires d'État. Dans un environnement où la plupart des femmes étaient dressées au silence, elle se distinguait en débattant avec des érudits et en posant des questions dérangeantes. Mais cette étincelle, qui aurait pu faire de Fatma une leader, la condamnait à un destin ironique. Dans la logique implacable du sultanat, le talent ne protégeait pas. C'était une ressource de plus qui pouvait être exploitée. Quand elle atteignit l'adolescence, son nom fut inscrit dans les registres des alliances politiques. L'élu pour l'épouser fut Kara Mustafa Pacha, un vétéran de guerre de 20 ans son aîné, loyal au trône et disposant de contacts stratégiques dans les provinces orientales. La décision ne répondait ni à l'amour ni à la compatibilité, mais au calcul froid de Kösem Sultan, qui voyait dans cette union un ancrage de stabilité pour son pouvoir. Le contraste entre les deux était abyssal. Elle, une jeune femme éduquée entre jardin et livres, habituée à un monde de débats intellectuels. Lui, un soldat endurci, marqué par des campagnes sanglantes en Perse, qui concevait le mariage comme une récompense et une ascension sociale. La différence d'âge, de vision et d'expérience présageait un lien construit sur l'inégalité dès le premier instant. La psychologie moderne parlerait ici d'un choc des rôles. Une adolescente qui était encore en train de former son identité, obligée de s'intégrer dans le moule de l'obéissance absolue, et un homme mûr qui interprétait le mariage comme une prolongation de la hiérarchie militaire. L'équation était déséquilibrée dès son origine. Pour Fatma, l'enfance dans les couloirs du Topkapi avait été un apprentissage constant. Elle avait mémorisé des généalogies, compris la bureaucratie palatiale et observé sa mère tisser des réseaux d'influence. Dans un autre contexte, tout cela aurait pu la préparer à gouverner. Mais le destin ottoman n'offrait pas cette possibilité. Chaque talent féminin était instrumentalisé, jamais libéré. La promesse de son esprit brillant fut annulée par la dure réalité de devenir une monnaie d'échange. Le plus inquiétant est que, dans cette dynamique, la propre mère de Fatma se transforma en architecte de son malheur. Kösem, la stratège redoutée par les vizirs et les ambassadeurs européens, a privilégié la stabilité de son empire à la vie intime de sa fille. Ici se révèle une contradiction dévastatrice. La femme qui symbolisait le pouvoir féminin à la cour ottomane sacrifiait le sang de son sang sur l'autel de la politique. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous pouvons encore reconnaître des échos de cette pratique dans le monde contemporain. Il ne s'agit peut-être plus de princesses données en mariage, mais de filles, d'épouses ou de collaboratrices façonnées comme des instruments de pouvoir. Les décors changent, les costumes changent, mais la logique de la domination survit. Et l'histoire de Fatma est un rappel brutal que même l'éclat le plus éblouissant peut cacher l'ombre d'une prison invisible. 3 mois avant la cérémonie nuptiale, Fatma entama un processus que les archives secrètes décrivent par un nom euphémique, Terbiye-i Mubareke, la sainte éducation. C'était en réalité un entraînement psychologique destiné à transformer la fille du sultan en une épouse obéissante, sans la moindre trace de volonté propre.
Dans le Jelin Odazi, la chambre de la mariée, ornée de tapisseries bleues persanes et de panneaux d'ébène sculptés, la jeune femme était instruite par Gulnar Hatun, une vieille femme de 60 ans qui avait préparé 12 princesses au cours des décennies précédentes. Sa figure imposait respect et peur, comme si elle était une prêtresse d'un culte occulte. Chaque matin, de l'aube à midi, Fatma répétait des rituels de soumission. On l'obligeait à pratiquer 18 formes différentes d'inclinaison, appelées Sejdeh et Masusa, qui n'appartenaient pas à la prière islamique mais à un code matrimonial secret. Chaque geste devait démontrer le renoncement à l'orgueil impérial pour se transformer en humilité conjugale. La princesse apprenait que son corps ne lui appartenait pas, c'était un langage vivant d'obéissance. Plus dévastateur encore était le protocole de la parole. Fatma devait réduire tout son vocabulaire à un répertoire de 43 mots autorisés, classés en catégories rigides. Remerciements, requêtes humbles, excuses, soumission. Toute déviation était punie par des jeûnes forcés, l'isolement ou des humiliations publiques. L'objectif était clair, brider la capacité d'articuler une pensée critique, car, sans mots, aucune rébellion n'est trop possible. Ce que nous appellerions aujourd'hui violence linguistique était à cette époque un mécanisme raffiné de contrôle impérial. L'examen final de cet entraînement se déroulait devant un tribunal dirigé par Kösem Sultan elle-même. D'anciennes concubines devenues juges, des eunuques surveillants et des administrateurs du harem évaluaient chaque geste de la princesse. Il ne s'agissait pas de sa beauté ni de sa grâce, mais de son obéissance parfaite, de sa capacité à effacer toute trace d'individualité. La fille de la femme la plus puissante de l'Empire était réduite à un être programmé, comme si le sang royal pouvait être modelé comme de l'argile. Vu avec des yeux contemporains, le terbiye mubaréké peut être analysé comme une expérience précoce de conditionnement comportemental. Les psychologues modernes reconnaîtraient dans ces méthodes une version cruelle du principe de B.F. Skinner. Renforcer le comportement souhaité et punir la déviation. Le résultat, cependant, n'était pas un individu adapté, mais un fantôme intérieurement brisé. Fatma, qui avait débattu avec des érudits et rêvé de comprendre les rouages de l'Empire, se retrouvait maintenant piégée dans un univers réduit à des inclinaisons mécaniques et des mots mutilés. Cette pédagogie obscure ne façonnait pas seulement des épouses, elle créait un théâtre d'obéissance où toute la cour était spectatrice. Chaque geste de Fatma se transformait en message. La dynastie avait le pouvoir d'écraser même ses propres filles. C'était un rappel silencieux que la grandeur impériale reposait sur le sacrifice intime des princesses. Sous les voûtes humides du Topkapi existait un espace secret que peu imagineraient, une réplique exacte de la chambre nuptiale. Là, Fatma fut conduite plusieurs fois par semaine pour un entraînement que les registres nommaient Talim-i-Gerdek, l'instruction de la nuit de noces. Le lieu était éclairé par des lampes à huile qui projetaient de longues ombres sur les murs, et au centre reposaient des mannequins de cire importés des ateliers vénitiens, des figures grandeur nature qui reproduisaient avec précision anatomique le corps humain. Ces statues, conçues à l'origine pour l'étude médicale, étaient désormais des instruments d'un théâtre pervers où la princesse apprenait, sous surveillance constante, comment elle devait se livrer. Le rôle d'instructrice revenait à Leila Khalfa, une ancienne concubine devenue maîtresse de l'intimité. Avec froideur, elle documentait chaque geste de la jeune femme, notant ses réactions émotionnelles et physiques dans des carnets chiffrés en persan. Ce qui était en théorie présenté comme une préparation spirituelle était, en vérité, une mutilation psychologique. Fatma, obligée de répéter des mouvements et des phrases, voyait comment son esprit se dissociait peu à peu de son corps. Chaque essai était un rappel que sa liberté s'éteignait avant de consommer le mariage. Les punitions pour résistance étaient brutales. Des techniques adaptées du dressage des chevaux sauvages étaient appliquées, transformées en méthodes de contrôle féminin, par des spécialistes du comportement venus de Bagdad et du Caire. Le corps de la princesse était traité comme un animal à domestiquer. Si elle tremblait ou pleurait, elle était forcée de rester des heures dans des postures douloureuses jusqu'à ce que ses larmes se sèchent. La peur devenait ainsi une seconde peau. Parallèlement, le Tatirizini, la purification de l'esprit, exigeait de mémoriser plus de 1200 versets de traités glorifiant la soumission maritale. Des textes d'Al-Ghazali ou de Hussein Vaïz Kashifi étaient récités à voix haute devant des concubines et des eunuques qui évaluaient dans chaque erreur. C'était un endoctrinement systématique. Le mot « obéissance »
se transformait en mantra, le désir propre en péché. La répétition constante de prières pour la tier, pour la fertilité, mélange de supplications religieuses et de renoncements personnels, bouclait le cercle du conditionnement. La science moderne nous offre un regard troublant sur ce processus. Ce que Fatma expérimentait équivaut à un programme de réingénierie comportementale, réduction du langage, manipulation du corps par des drogues, extraites de valériane, de pavot et de néroli, et ritualisation de chaque action. Une sorte de lavage de cerveau où la princesse était dépouillée de son identité pour devenir un réceptacle obéissant. Dans ces cavernes du palais, la jeune femme découvrait que la nuit de noces ne serait pas un instant d'union, mais une chorégraphie répétée jusqu'à l'épuisement. Sa vie entière devenait une répétition générale pour un acte imposé. Et le plus inquiétant est que des siècles plus tard, nous pouvons encore reconnaître des échos de ces pratiques dans des sociétés où la femme est entraînée, explicitement ou implicitement, à se taire, à obéir et à disparaître derrière les murs du privé. Le jour désigné, le palais érigea une scène architecturale qui semblait tout droit sortie d'un rêve, mais qui était en réalité un piège soigneusement conçu. Le pavillon nuptial, érigé dans les jardins privés de Topkapi, se dressait comme un édifice octogonal en bois de cèdre du Liban et incrusté de nacre syrienne. Sa beauté cachait un but sinistre. Chaque détail était conçu pour briser la volonté de la princesse. 3 niveaux symbolisaient les étapes de la transformation: purification, offrande et consommation. Au premier niveau, appelé Tataret Katu, Fatma fut soumise à des rituels de nettoyage qui excédaient toute pratique religieuse islamique. Bains de marbre de Carrare, eau mélangée à des opiacés anatoliens et à des extraits de mandragore du Caucase. Les onguents appliqués sur sa peau contenaient des substances identifiées comme Madei Teslimiet, la matière de la reddition. Sous le massage des spécialistes, la princesse tombait dans des états de confusion et de docilité que les médecins décrivaient comme extase induite. Ce qui devait être une cérémonie de purification spirituelle se transformait en un laboratoire chimique de soumission. Le deuxième niveau, Teslim Katu, était celui de l'offrande. Là, on lui mettait la robe de mariée, une œuvre d'art en soie blanche avec des broderies d'or confectionnées sous la supervision directe de la valide sultan. À première vue, c'était une tenue majestueuse, mais elle cachait des mécanismes pratiques. Des cordons internes qui limitaient tant les mouvements des bras, des plis qui permettaient de dénuder certaines parties du corps sans la dévêtir complètement, et des fermetures conçues pour être retirées d'un seul geste. La couronne, lourde de perles, l'obligeait à baisser la tête. Les bracelets et les anneaux de cheville, bien cornementaux, restreignaient ses mouvements. Même les chaussures avaient été créées avec des semelles si épaisses qu'elles empêchaient Béguin de courir. Tout était calculé. Ce qu'on a appelé la robe n'était pas un symbole de célébration, mais un dispositif de contrôle. Les accessoires transformaient la mariée en une statue vivante, prête à être manipulée selon les règles du protocole. La paradoxe était cruelle. Le jour le plus attendu par toute jeune femme se transformait, pour Fatma, en la consécration de sa captivité. Pendant ce temps, Kara Mustafa Pacha recevait un entraînement parallèle. Pour lui, aucune restriction physique n'était imposée, mais des instructions sur la manière d'exercer la domination. Des manuels secrets expliquaient des stratégies d'intimidation calculées, de dégradation verbale et de gestes d'autorité conçus pour briser la résistance psychologique d'une princesse habituée au respect absolu. Le mariage ottoman, dans sa forme la plus extrême, était une chorégraphie asymétrique. Pendant qu'elle était dépouillée de son identité, il était renforcé dans son rôle de conquérant. Le troisième niveau, connu sous le nom de Zifafat Katu, attendait comme un climax inévitable. Là, les murs étaient couverts de tapisseries qui narraient des conquêtes militaires, villes européennes soumises, princesses étrangères capturées, territoires intégrés à l'Empire. Le message était clair, l'union intime devait être comprise comme une extension du pouvoir impérial. L'espace ne célébrait pas l'amour, mais la victoire. Dans une perspective moderne, le pavillon nuptial peut être lu comme une machine théâtrale de contrôle total. Architecture, vêtements, symboles militaires et drogues chimiques convergeaient pour fabriquer un état d'impuissance parfaite. L'Empire ne dominait pas seulement des territoires, il colonisait aussi les corps et les esprits. La nuit arriva enfin.
Après le faste des cérémonies publiques, lorsque les invités se retirèrent et qu'il ne resta que les eunuques et les dames de confiance, Fatma fut conduite au dernier niveau du pavillon, le Zifafat Katu. Là, le luxe était suffocant. Tapisseries puis avec des scènes de conquête militaire, lampes de cristal qui multipliaient les ombres et un lit monumental conçu non pour l'intimité, mais pour la domination. Chaque élément renforçait l'idée que la princesse n'était qu'un territoire à soumettre. Le choc fut dévastateur. Pendant des mois, elle avait répété des inclinaisons, des mots réduits, des gestes de soumission. Mais faire face à un homme réel, de 20 ans son aîné, endurci par les guerres et soutenu par l'autorité du trône, dépassa tout entraînement. Le corps de Fatma tremblait, sa respiration devenait irrégulière. Les symptômes que nous identifierions aujourd'hui comme une crise de panique la secouaient complètement. Kara Mustafa Pacha, formé à la discipline militaire, interpréta ces spasmes comme une résistance délibérée. Suivant les instructions des manuels secrets, il tenta d'imposer son autorité, convaincu que l'obéissance surgirait sous pression. Mais ce n'était pas de la résistance, c'était une fracture. Les observateurs médicaux cachés derrière les jalousies enregistrèrent ce qu'ils appelèrent Bir Ruh Gibi, comme un esprit séparé de son corps. La princesse ne pouvait articuler de phrases cohérentes, seulement des balbutiements entrecoupés. Elle souffrait de convulsions et d'épisodes de déconnexion totale, un état que la psychologie moderne appellerait dissociation sévère. Son esprit s'était enfui vers un refuge interne pour survivre à l'insupportable. Les heures le s'étirèrent, comme un supplice. Le général, habitué à conquérir des forteresses, se retrouva face à un mur invisible. Non pas un ennemi qui résiste, mais un être humain brisé en silence. Lorsque la consommation eut lieu, après des tentatives infructueuses et un effondrement nerveux prolongé, l'événement fut documenté comme traumatisant, tant pour la victime que pour l'exécuteur. Les registres médicaux en persan parlent d'hémorragie interne, d'évanouissement récurrent et de ce qu'il appelait en rugo sikmaso. Sortie de l'âme. À partir de cette nuit, rien ne fut plus pareil. Fatma, qui avait été décrite comme une jeune femme brillante et curieuse, en sortit transformée en un spectre. Le harem fut témoin de son mutisme sélectif. Elle ne parlait que par chuchotement et uniquement lorsqu'une question directe lui était posée. Elle perdit l'appétit, au point de nécessiter une alimentation forcée. Toute proximité masculine provoquait une transpiration excessive, une hyperventilation et parfois une perte totale de contrôle corporel. Les médecins du palais enregistrèrent dans ce tableau comme une maladie nerveuse féminine, sans comprendre que ce qu'ils observaient était un trouble de stress post-traumatique en bonne et due forme. Dans cette fissure se révèle le paradoxe du système ottoman. Il prétendait fabriquer des épouses dociles, mais ce qu'il générait, c'était avancément des victimes incapables de maintenir même l'apparence de la normalité. La nuit de noces, conçue comme le moment de consécration de l'obéissance, finit par exposer les limites d'une méthode qui confondait soumission et destruction. Du point de vue actuel, le cas de Fatma est un miroir inconfortable. Il nous rappelle que les structures de pouvoir, en tentant de modeler les corps et les volontés, produisent souvent des fractures irréversibles. Et que, derrière l'éclat d'un empire, peuvent se cacher des histoires où la victoire se transforme en ruine intime. Après la nuit fatidique, Fatma ne fut plus jamais la même. La jeune femme qui avait débattu avec des érudits et rêvé de comprendre la machinerie de l'État devint une figure vide, une ombre destinée à décorer les cérémonies du palais. Elle remplissait des fonctions protocolaires, assistait aux banquets et saluait les ambassadeurs, mais toujours avec le regard perdu, comme si son âme était restée prisonnière de ce pavillon à 3 niveaux. Pendant 29 ans, elle vécut comme une pièce ornementale. Son mariage avec Kara Mustafa Pacha se réduisit à une cohabitation pratique. 4 grossesses, dont seulement 2 enfants survécurent, et une façade d'union stable qui satisfaisait la cour. En public, elle se montrait comme l'épouse obéissante que la dynastie exigeait, mais en privé, son apathie était absolue. Les serviteurs proches Bogdan a raconté qu'elle parlait à peine, que les bibliothèques où elle se perdait autrefois restaient fermées, que les instruments de musique étaient couverts de poussière. Même les jardins qu'elle avait tant aimés se fanaient sans qu'elle ne montre d'intérêt. Les médecins du palais diagnostiquèrent ce qu'ils appelèrent mélancolie bakir, la mélancolie virginale.
C'était un terme qui tentait d'expliquer la perte permanente de désir, de liens émotionnels et d'espoir. Des remèdes furent essayés, infusions d'herbes inspirées de la médecine gréco-arabe, séances de musique conçues pour équilibrer l'âme, pratiques de méditation soufie. Aucun ne réussit à restaurer son identité antérieure. Il parviendra seulement à la maintenir fonctionnelle, capable d'assister aux actes officiels sans provoquer de scandale. Le plus cruel était que Kösem Sultan elle-même, architecte de ce destin, commença à remarquer le prix de sa stratégie. Elle avait voulu une fille utile pour les pactes politiques, mais se retrouva avec une femme brisée dont la fragilité menaçait de devenir un secret honteux pour la famille impériale. La mère puissante, célébrée dans les annales de l'Empire, portait ainsi une culpabilité silencieuse qu'elle ne reconnaîtrait jamais en public. En 1652, Fatma mourut officiellement d'une fièvre cérébrale. Cependant, la date coïncidait étrangement avec l'anniversaire de son mariage, comme si son corps avait choisi ce jour pour se rendre définitivement. L'épitaphe rédigée par les scribes de l'Empire parlait d'une vie exemplaire, dédiée à la famille et au service de l'État. Pas un seul mot ne mentionnait les décennies de douleurs silencieuses qu'elle avait endurées. Les témoignages des servantes, en revanche, révèlent que la vérité. Fatma était morte la première nuit. Ce qui a vécu après n'était qu'un écho. Son histoire est scindée la preuve que le système ne créait pas des épouses obéissantes, mais des fantômes qui marchaient dans les salons reines dorées. Derrière les titres honorifiques et les couronnes de perles, ce qui restait était un être humain réduit à un ornement, une victime de luxe enterrée vivante bien avant son enterrement officiel. Le destin de Fatma ne fut pas une exception. Les archives de Dolmabahçe, ouvertes furtivement des siècles plus tard, montrent des dizaines de cas similaires. Des princesses qui, après la nuit de noces, sont tombées dans le mutisme, d'autres qui ont tenté de se suicider et beaucoup qui ont simplement disparu des registres officiels. C'était un schéma systématique, une méthode de contrôle qui a transformé des générations entières de femmes impériales en victimes invisibles. Chacune d'elles, bien que née au sommet du pouvoir, se transformait en gage sacrifié pour maintenir la stabilité de l'Empire. Certaines ont développé des techniques extrêmes d'automutilation pour éviter de futures grossesses, marquant leur corps comme un dernier geste de résistance. D'autres ont inventé des codes secrets pour communiquer entre sœurs. Captives, des symboles brodés sur des mouchoirs, des changements minimes dans l'intonation des prières, des regards furtifs dans les couloirs. C'étaient des langages cachés qui échappaient au contrôle des eunuques et des concubines aînées, de petites fissures dans la machinerie totalitaire du harem. Le contraste avec la vision romantique qui perdure encore en Occident est brutal. Pendant des siècles, le harem ottoman a été dépeint dans les peintures orientalistes comme un espace de luxe, de parfum et de pouvoir féminin. Mais la réalité était autre, un laboratoire de soumission psychologique où même les princesses étaient réduites à des instruments. Ces images de femmes allongées sur des divans cachent un fond de larmes et de corps brisés. Ce schéma n'était pas exclusif à l'Empire ottoman. En Chine, les impératrices soumettaient les concubines à des rituels macabres pour assurer la pureté du sang. En Russie, les filles des tsars craignaient ni plus leur propre mère que les envahisseurs étrangers. En Europe, les princesses étaient des monnaies d'échange pour consolider des alliances, souvent données à des maris qui avaient d'un an le double de leur âge. Le mécanisme est universel. La femme noble transformée en sacrifice politique. Aujourd'hui, en regardant en arrière, la question est inévitable. Avons-nous dépassé ces structures ou les avons-nous seulement maquillées? Beershut. Le XXIe siècle proclame l'égalité et la liberté, mais des formes invisibles de contrôle persistent encore. La pression médiatique sur les reines modernes, les mariages arrangés entre élites économiques ou les attentes sociales qui imposent le silence et la soumission sont des échos de ces pratiques anciennes. Les pavillons de soumission ne sont plus construits en marbre et nacre, mais ils existent comme des prisons invisibles dans nos esprits et nos coutumes. La tragédie de Fatma se transforme alors en un miroir inconfortable. Ce n'est pas seulement une histoire du passé ottoman, mais un rappel de la façon dont le pouvoir absolu cherche toujours à dominer même ce qu'il y a de plus intime, la voix, le corps, le désir. Et dans ce rappel, une mise en garde résonne. Chaque fois que nous acceptons sans questionner les récits officiels de luxe et de perfection, nous courons le risque de répéter l'aveuglement qui a permis à des générations de princesses de devenir des fantômes entre des murs dorés. Ainsi se clôt ce récit,
par un silence qui pèse plus lourd que les cris de l'aube de Sainte 123. Un silence tissé par des siècles d'archives cachées, d'épitaphes édulcorées et de mémoires censurées. Mais aussi un silence qui, en étant brisé, nous oblige à regarder la vérité en face, que l'histoire des princesses n'était pas un conte de fées, mais un catalogue de sacrifices soigneusement effacés. Et la question finale reste ouverte pour vous, auditeurs. Combien de ces pavillons invisibles continuent de gouverner nos vies aujourd'hui ?